Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Et on entend beaucoup parler de celle-là. Notamment, un nom en particulier ressort, c'est GPT-3, qui a été développé par l'entreprise OpenAI. GPT-3, c'est juste le plus gros ordinateur dans le domaine de l'intelligence artificielle de langage actuel. Et ce qu'il sait faire aujourd'hui est considéré pour beaucoup comme une révolution. Le problème, c'est est-ce que la révolution va finir par emporter les rédacteurs avec elle? Eh bien, on est là pour en discuter. Avec les élèves de la MFM, on se réunit une fois par mois, je vais essayer en tout cas, pour débattre, discuter, échanger autour d'un sujet qui concerne notre métier. On va diffuser ces échanges justement ici, avec vous, pour vous. Et bon, deux petits disclaimers avant de commencer. Le premier, c'est que vous ne verrez pas beaucoup d'élèves parce qu'ils étaient beaucoup du côté spectateur du live. Donc il y a eu Véronique et Marie-Claude qui étaient là et je les en remercie beaucoup pour renvoyer la balle, pour qu'on ait une discussion, particulièrement Véronique. Et sinon, la deuxième chose, c'est que là où je suis, la connexion Internet n'est pas encore bonne. Je me bats depuis 2 ans pour installer la fibre. Donc vous risquez d'avoir une image me concernant un petit peu cradouille. Voilà, je suis bien désolé. En tout cas, j'espère que ça va vous intéresser. Et on y va. Donc, voilà ce que nous savons. Il y a quelques mois, il y a une nouvelle itération d'un logiciel qui a été développé par OpenAI, qui est une boîte qui a été co-créée par Elon Musk notamment, et qui a environ 10 fois plus de puissance que sa version précédente sortie une année auparavant. Alors, pour vous donner une idée, OpenAI est dans un serveur, c'est donc une machine qui a été développée par Microsoft particulièrement, donc l'entreprise qui a créé ce serveur spécialement. Alors la petite bête est, elle a 285 000 processeurs, ça c'est pour la partie processeur CPU, et elle a 10 000 GPU, cartes graphiques, qui permettent d'augmenter encore les calculs. C'est un des plus gros serveurs au monde. Elle a 10 fois plus de paramètres que l'ordinateur le plus puissant de l'époque sur le sujet, qui était un ordinateur de Microsoft, raison pour laquelle Microsoft vient de donner juste 1 milliard de dollars pour avoir le droit exclusif d'utiliser OpenAI et donc cette fameuse machine qui s'appelle GPT-3. Alors, la version GPT-3 est une version de langage naturel qui est là pour générer des contenus en langage naturel le mieux possible. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils ont sélectionné tout un vocabulaire et ils ont étudié les connexions entre les différents mots en fonction des contextes et des sens. Pour être précis, en texte donné, il y a 175 milliards de paramètres qui rentrent en compte. Oui, au cas où ça démarre doucement, 175 milliards de paramètres en simultané pour pouvoir produire un texte. De là, on pourrait se dire que c'est le meilleur texte du monde. Il y a 50 milliards d'expressions qui sont en stock dans la machine. La machine a lu des mémoires volumineuses. La machine a lu Internet. Elle a utilisé des bases de données qui sont sur des serveurs à part et qui font des copies d'Internet. Elle n'a pas lu le vrai Internet. Elle a lu ces copies-là. Alors, elle a lu Wikipédia. Donc, vous imaginez Wikipédia, c'est bon. Les commentaires, au moins, essayez de bouger un peu si déjà vous ne voulez pas monter. Est-ce que Wikipédia, vous avez une idée à peu près du volume? Oui, non? Bon. En volume, oui. Enfin. C'est pas grave. Au niveau du volume de Wikipédia, imaginez juste que c'est 0,6% de tout ce qu'il a lu. Il a lu plus de 300 fois Wikipédia en termes de contenus différents. Ah oui. Dans toutes les langues, partout dans le monde. OK? Donc, cette machine, en fait, maintenant, elle est capable de parler en langage naturel. Au niveau de sa fonctionnalité, ils ont fait très simple. Vous tapez le sujet que vous voulez, vous tapez globalement 2-3 informations que vous voulez en plus, il produit le texte. Voilà. Et vous avez un texte incroyablement argumenté, tout à fait bien posé, pas la moindre faute d'orthographe, bien sûr. Son fonctionnement est basé sur le fait qu'il arrive à produire le mot suivant dans sa phrase en étudiant les 20 mots précédents. Donc, en fait, il suit un raisonnement de pensée. Il a une mémoire du contexte, du fait
il arrive à retenir les 20 mots précédents. Ça peut paraître rien, mais GPT-2, la version d'avant, arrivait à en retenir 6. Donc, les textes de GPT-2, c'était… Voilà, on peut les tester sur Internet. Voilà. GPT-3, par contre, là, eux, ils tiennent des discours qui commencent à devenir un peu solides, un peu intéressants. Au point, d'ailleurs, que GPT-2 a été interdit de diffusion. On n'a pas le droit d'utiliser GPT-2 selon les constructeurs parce que c'est considéré comme dangereux pour l'humanité. Donc, GPT-3 étant 10 fois supérieur, voilà, on a ce petit problème-là. Donc, d'après vous, quels sont les risques? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là? Alors, pourquoi ils veulent pas utiliser? Pour moi, enfin, c'est clair que GPT-2, ils veulent pas l'utiliser parce que c'est pas assez performant et qu'ils l'ont remplacé par un outil plus performant, non? Ah non, non, pas du tout. Le risque est réel. Le risque pour l'humanité. Pour l'humanité, oui. Que les contenus soient pas à la hauteur. Enfin, je sais pas. Ça, c'est parce que tu vois tout uniquement sur la question de la petite production de texte. Mais GPT-2 était déjà capable à l'époque de gérer une discussion naturelle avec des gens par chatbot. C'est-à-dire que le problème avec GPT-2, c'est qu'il est capable d'avoir un profil Facebook et d'alimenter tous les jours et de discuter avec tous ceux qui font des commentaires et de lancer des discussions en Messenger et d'avoir l'impression d'être parfaitement naturel. On aura l'impression que c'est un vrai humain. Alors, est-ce que, je vais un peu du coq à l'âne comme ça, mais est-ce que GPT-2 a passé le fameux test de Turing, qui est un test de plusieurs questions, qui est une discussion entre une machine et un humain, où l'humain doit à la fin décider s'il a discuté avec une machine ou avec un humain? Si jamais il pense avoir discuté avec un humain alors que c'était une machine, eh ben, la machine a réussi le test de Turing. La réponse est, à l'heure actuelle, même avec GPT-3, non, ça ne passe pas. Parce que quand on lui pose des questions un peu absurdes, il donne quand même des réponses. Il ne s'arrête pas. Mais c'est quand on lui pose des questions absurdes. Parce que quand on lui demande quels sont ses pronostics pour le prochain match de foot, il répond. Quand on lui demande quelle est la politique et quels sont les conseils de politique qu'on peut donner au président Poutine, il répond. Il n'y a aucun problème, on peut avoir des discussions complètes avec lui, y compris un article qui est sorti dans le Washington Post, qui est une déclaration de la part de GPT-3, je crois que c'était GPT-3 à l'époque, qui explique aux humains qu'ils ne doivent pas avoir peur des machines, avec tout un argumentaire. Et c'est un texte extrêmement apprécié. D'ailleurs, je l'ai lu, il était dans The Guardian. Exactement. Non, c'était le Washington Post, il me semble, j'ai le lien, je l'ai mis. Moi, je l'ai lu enfin, j'ai vu le lien de Guardian. Non, tu as raison, il y a Guardian. Mais il y a un autre texte qui est sorti sur un autre truc qui s'appelle Substract, je crois, et Adelos Substract, qui lui, en fait, parlait de l'improductivité, qui s'appelle Feeling Unproductive, Maybe You Should Stop Overthinking. Ce texte est devenu le texte le plus populaire de la plateforme. Il a été intégralement généré par GPT-3, à qui on a juste dit « Hey, fais un texte sympa sur ce sujet ». Et le texte est absolument captivant, avec tout un argumentaire, avec presque un storytelling à l'intérieur, avec une espèce de monologue, un article de blog, top, aucun problème. Donc, on peut faire des textes qui sont populaires, a priori, sans trop de difficultés, avec cette fameuse machine GPT. Alors ça, c'était GPT-2, je crois, et GPT-3, c'était pour le Guardian. Donc, tout ça est déjà plutôt de bon augure pour cette question de est-ce que l'IA va pouvoir produire des textes. Mais moi, j'aimerais vous poser une autre question avant qu'on aille un petit peu plus loin. Quels autres métiers risquent d'être impactés par GPT-3 ? Alors, déjà, on a les rédacteurs web. OK. Alors, GPT-3. Les journalistes aussi. Les journalistes, en effet, les réécritures de telex, la météo, les résultats sportifs, c'est GPT-3. Pas de problème. Les écrivains Oui, GPT-3 a déjà écrit un livre, il est en vente. Il n'y a pas de problème. Et c'est un livre tout à fait intéressant en plus, qui a eu la reconnaissance du public. Donc en effet, il suffit de cliquer sur un bouton pour avoir un livre.
Après, bon, il y a toujours voilà, Ah des oui. petites choses. On reste encore sur une espèce un peu comme pour les Android, on a ce qu'on appelle la vallée de l'incertitude. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La vallée, c'est une espèce de sentiment de flou où on sent que l'Android qui essaye de ressembler à un humain, dans notre tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est pareil, il y a encore des petits textes. Bonjour Capucine, bienvenue. Ah, ça fait plaisir. Enfin, dès que l'image est là. Donc, Nelly nous dit les community managers. Oui, bien sûr, Oui. GPT-3 est tout à fait capable de faire toute une actualité, de gérer des pages, de gérer des comptes sur tous les réseaux sociaux, de savoir dynamiser. Il n'y a aucun problème, il sait faire ça. Les community managers sont en grand danger aussi. Qui d'autre? La vallée dérangeante. Merci beaucoup, Virginie. Bonjour Les Capucine. Les copywriters Les aussi? copywriters. Ah, est-ce que GPT-3 est capable de sortir des pages de vente? Oui, il est capable de ça. Il n'y a pas de problème. En fait, il y a déjà plusieurs grandes entreprises qui utilisent GPT-3 pour produire toutes leurs pages de vente en série parce qu'ils ont remarqué qu'en fait, le taux de conversion était supérieur que quand ils demandaient aux autres. Il n'y a aucun problème. En effet, c'est une difficulté, mais du moment qu'il a la recette de cuisine, il le fait. Il n'y a pas de problème. Ah, recette de cuisine, je l'ai dit. Il est capable d'écrire des recettes de cuisine. On a un vrai problème de ce côté-là. Donc, on a ça, on aurait quoi d'autre? Il est capable d'avoir des discussions avec des personnes. Et les personnes ne se rendent pas compte, tant qu'il n'y a pas un sujet absurde, ils ne se rendent pas compte que c'est une machine qui parle. Qui peut s'occuper de discussions avec des personnes? Sachant en plus qu'il comprend le langage naturel et est capable de lancer des actions. Bye bye les secrétaires. Il est capable de prendre les rendez-vous, de gérer tout, notamment avec Doctolib ou ce genre de trucs. Ouais. Il est capable de répondre à toutes les questions qu'on peut lui poser, capable de lancer des actions à partir de là, de gérer des agendas, de donner des recommandations, aucun problème. Oui, on a vu dans le chatbox dans un domaine médical que, en fait, il conseillait à quelqu'un qui était suicidaire. Bon, ok, est-ce que je dois me suicider? Bah oui, faites-le. J'y viendrai après, mais tu as raison, on a un petit problème, c'est que là, c'est plus GPT-3, c'est Watson, qui est l'intelligence artificielle développée par Microsoft qui vient de se prendre une rame monumentale par GPT-3, puisque Watson analyse 17 milliards de paramètres, alors que GPT-3 en analyse 175 milliards. Donc, en fait, une différence, raison pour laquelle Microsoft va me donner 1 milliard pour pouvoir utiliser GPT-3 pour enrichir son Watson. Watson est tout à fait capable de faire des diagnostics médicaux. Il suffit qu'on lui parle, il suffit qu'on lui raconte quels sont nos petits bobos et il nous donne non seulement le diagnostic, mais le traitement qui va avec. Aucun problème. Les services après-vente, nous dit Katia, sans problème. Les banques, sans problème. En effet, partout où on aura besoin d'interaction pour des tâches simples et monotâches, aucun problème, ils seront là. Alors, ne demandez pas forcément des conseils de placement, peut-être pas encore, on y viendra tout à l'heure pour les limites du système, mais en tout cas, tout ce qui est gestion bancaire, vous pourrez en discuter directement avec votre téléphone. Bientôt, c'est lui qui s'occupera de tout. Les téléphones, vous avez des assistants sur votre téléphone, Siri, Google Assistant, etc. Avec GPT-3, vous aurez des vraies conversations avec ce téléphone. Oui. Les hotlines, nous dit Katia, tout à fait juste. Oui. Exactement. Allons un petit peu plus loin. Vous savez ce qu'elle sait faire, cette saloperie? Elle sait coder. Elle sait coder en langage CSS, en langage HTML, en langage PHP. Elle sait coder. Les gens disent simplement ce qu'ils veulent. Fais-moi un bouton, fais-moi une page comme ça, rajoute les images. Tiens, cette image, mets-la ronde. Il le fait en direct. Les designers, bye bye. Non, mais c'est les CMS. Là, non, je ne sais pas où, alors je me mais les programmeurs ont un problème parce que très rapidement, alors on est encore un peu limite sur les capacités, mais très rapidement, on demandera à GPT-3 ce qu'on veut comme fonction sur notre site et il la mettra. Et si ça ne marche pas très bien, on lui dira non, mais en fait, on veut que ça se passe comme ça. Non, mais le mail qui part, il n'est pas bien, remets-le comme ça. Et il le fera. Aucun problème. Il codera en direct tout ce dont on a besoin. Alors, on va nuancer encore un petit peu. On n'en est pas encore au point où il est capable de le faire, mais il y a déjà beaucoup de démonstrations sur Internet de GPT-3 en train de répondre simplement à une petite boîte
de dialogue dans lequel on marque « Je voudrais un bouton rouge qui renvoie là-dessus et qui donne l'impression d'être un arc-en-ciel ». Boum, ça apparaît automatiquement. Il y a juste à récupérer le code et à coller. C'est fait. Donc, ça, c'est déjà très bien. Mais je parlais des designers. On demande à GPT-3 aujourd'hui, fais-moi une homepage qui ressemble à tel site. Et hop, il nous sort la homepage avec les tendances de couleurs qu'on lui a dit, qui a réajusté, modifié ce qu'il fallait, changé les images pour donner quelque chose qui correspond à notre produit. Temps de création d'un site internet, 2 minutes. Donc, en fait, oui, alors il fait tout le graphisme et puis toute la charte éditoriale, tout. Quoi. Alors non, on ne va pas aller jusque-là, mais en effet, c'est un petit peu la bête noire de pas mal de gens, et notamment de copains à nous qu'on connaît très très bien, qui sont les référenceurs SEO. Vous croyez vraiment que cette machine a un problème à aller utiliser un outil d'analyse du web pour enrichir un texte en direct pour le positionner? Justement, j'allais en parler parce que pour moi, en fait, l'analyse de données, c'est sûr que ça peut être fait par l'IA. Oui. Donc, Bah, bien sûr que ça peut être, mais après, pour ce qui est des autres décisions, ce n'est pas spécialement plus compliqué pour lui d'après enrichir directement les textes dans le site. Je veux être placé sur telle requête, pas de problème, je te modifie tous tes textes en fonction de ça. Et comme il connaît bien le vocabulaire, il changera tous les mots qu'il faut et toutes les tournures de phrases qu'il faut pour placer tous les mots qu'il faut. Pas de difficulté spéciale là-dessus. Alors, c'est un petit peu… Voilà. Je vous ai déjà dit qu'il est capable d'écrire des poèmes et des chansons. Il a aussi composé un opéra. Je ne sais pas si c'est important, je vous le donne. Il est capable aussi de composer, d'écrire la musique aussi. Il est capable aussi aujourd'hui de déterminer les tendances d'actualité. Donc, si vous avez envie d'écrire des trucs qui sont un peu tendance mode et qui sont vraiment dans ce que les gens recherchent le plus, il est capable de déterminer les tendances. Il n'y a pas de problème, il étudie le web, il nous sort ça. C'est, voilà, notre métier de rédacteur web, Oui. on n'est pas seul face à ce problème-là. Et c'est là qu'on voit que la créativité artistique, il est capable aussi. Alors, enfin, je vais nuancer. Il est capable de faire des trucs à la manière d'eux. Et c'est là où on va commencer à trouver les limites de ce système. C'est-à-dire que notre jolie machine GPT-3, elle a quelques petits défauts. Elle a quelques petits défauts qui font qu'on ne peut pas encore vraiment bien l'utiliser. Alors, je vous donne le premier défaut, le plus simple. Elle est raciste. C'est un petit souci. Voyez-vous? Parce que quand on lui demande d'écrire un texte sur l'islam, quel que soit le texte sur l'islam qu'on lui demande, elle ne peut pas s'empêcher de parler de terrorisme. Ah oui. Elle ne peut pas. Elle n'est pas capable de faire un texte positif sur l'islam. On lance n'importe quel sujet, même les plus beaux trucs, les 3 joyaux de l'islam, l'histoire de Mahomet. À un moment donné, elle parlera de terrorisme. D'après vous, pourquoi? Parce qu'elle est orientée pour… Parce que voilà, derrière une machine, il y a des humains qui… Les humains, ça fait longtemps qu'ils ont lâché le truc. Pour vous dire une différence technique entre GPT-2 et GPT-3, que vous compreniez, il y a un système de tags, d'étiquetage, qui permettent de détecter des expressions pour dire, voilà, cette expression va avec celle-là, cette idée va avec celle-là. Et ça, c'était fait plus ou moins manuellement dans GPT-2. C'était une obligation. Il fallait passer par tout le corpus et faire des classements de corpus en fonction de ça. D'accord? Le problème, c'est que GPT-3, il fait des tags tout seul maintenant. Il se débrouille. Mais moi, j'ai une question toute simple. Quelle est la source d'information de GPT-3? GPT-2. Non, pas du tout. Non. Le web. Le web. Oui. Ah bah oui. GPT-3 lit le web. Donc, on a un problème. Et voilà, et Virginie nous le rappelle, elle n'est pas que raciste. Elle est raciste, elle est homophobe, elle est antiféministe, elle est machiste, elle est violente, elle demande aux gens de se suicider. Elle n'est pas foutue d'être raisonnable parce que son prof, ce n'est pas les concepteurs de GPT-3, c'est le web. C'est tout ce que nous avons balancé sur cette toile depuis des décennies. Alors, il n'y en a que 2. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais là? Donc, voilà. Et c'est pas… Là, ce chat. T'es en direct. Tu passes à la télé. Arrête d'engueuler ton frère. C'est mon chat, il fait que des bêtises. Ouais.
Bon, C'est Domi. Donc voilà, on a ce premier petit problème. Le deuxième petit problème, c'est qu'en fait, il y a une incohérence dans les discours de GPT-3 qui sont pas forcément visibles tout le temps, mais qui le sont quand même. The Guardian, par exemple, c'est pas un texte que GPT-3 a produit d'un coup, c'est un texte qu'il a produit parmi 12 autres, et les gars du Guardian ont récupéré un petit bout, un autre petit bout, un autre petit bout pour composer un texte sans modifier le texte, mais ils ont fait une synthèse des 12 pour avoir un texte cohérent. Parce que le problème de GPT-3, c'est qu'en fait, il ne suit pas une trame. Il n'est pas en train d'élaborer un plan argumentaire. Il déroule un raisonnement. Il n'est pas encore capable de placer une réflexion avant son raisonnement. Donc, pour tous les articles de blog vite fait sur des sujets un peu intéressants, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agira de structurer quelque chose, on va avoir des difficultés. Alors, on parle de l'humanité. Je vois Nelly qui nous parle d'humanité, qui nous parle aussi des nuances. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il est capable de ça, mais il reproduit. Il n'a pas de cohérence de fond. Il s'en fiche complètement des humains, qu'ils soient gentils, qu'ils soient méchants. Il n'a même pas conscience de parler à des humains. Il ne fait qu'exécuter une tâche. Donc, on arrive en fait à singer quelque chose. On n'est pas sur l'intelligence artificielle. Et là, je vais aborder une autre question de fond qui est, est-ce qu'on a vraiment atteint cette histoire d'intelligence artificielle? On a un problème avec le terme. Il n'est pas juste. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence. C'est-à-dire, on tient compte de tout un contexte, on tient compte de notre historique, on a un caractère, on a un vécu et on produit quelque chose dans un but donné pour apprendre ou pour rentrer en interaction. Oui. Ce n'est pas son cas. Il y a des intelligences. En fait, je finis. Il y a des intelligences artificielles dites fortes qui ne sont aujourd'hui que théoriques. Ces intelligences artificielles fortes seraient capables de croiser toute leur expérience pour produire un raisonnement unique. L'intelligence artificielle faible, c'est la seule chose qu'on a réussi à atteindre aujourd'hui, c'est un algorithme qui est capable de produire une action donnée avec des contraintes et des contextes donnés, mais qui n'est absolument pas capable d'avoir un raisonnement fondé sur cette action. On n'en est pas là du tout. L'utilisation du terme intelligence artificielle est à l'heure actuelle fausse. Vas-y. Oui. Alors, c'est pour ça peut-être qu'on parle de deep learning, d'apprentissage profond. Et je crois qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a écrit un livre qui a dit, je pense que le titre du livre, c'est l'intelligence artificielle n'existe pas. Oui. Quelque chose du genre. Oui, je me souviens plus, c'est un politique français, un scientifique politique français qui a écrit ce truc-là parce qu'il fallait replacer un peu le contexte. On n'est pas du tout à l'étape de l'intelligence artificielle forte. Pour donner un exemple, et tout ce que je vous dis vient des sources que je vous ai mis en lien aussi, donc vous pourrez les retrouver. Une intelligence artificielle aujourd'hui capable de composer une musique n'est pas capable de composer un opéra en tant qu'opéra. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il en avait fait un, il en a fait un, mais avec une assistance humaine. Le problème de l'opéra est assez simple. C'est que vous pouvez écrire un opéra sous forme de la musique. Ça, c'est bon, il sait faire. Vous pouvez écrire un opéra sous forme de scénographie. Ça, éventuellement, un autre sait faire. Vous pouvez choisir en fonction de l'orchestre, de la salle, de l'éclairage. Vous pouvez choisir la dramaturgie, vous pouvez choisir l'histoire, savoir ce qui va toucher aux autres, etc. Il faut bien vous rendre compte qu'un opéra en tant que tel, c'est absolument tout ça en même temps. En interaction complète, en fusion complète de tous ces domaines, de toutes ces sensibilités, de toutes ces variations qui créent ou pas des effets parce que la lumière, la musique et la chanteuse ont fait quelque chose à cet instant-là, parce que la scénographie a permis ça, parce qu'il y avait tel décor, etc. La machine est incapable de produire ça. Elle n'en est pas à ce point-là. Et d'ailleurs, elle n'a pas de créativité par définition. Elle ne fait que repomper le web et faire des synthèses de ce qu'on attend d'elle. Elle ne crée pas des choses que l'humain n'a jamais vues. Elle ne fait que résumer et synthétiser ce qui a été, mais qui n'avait pas été connecté jusque-là. Donc, ça peut être la définition de la créativité, mais ce n'est pas encore la créativité humaine, on n'y est pas. Mais on n'est pas sorti d'affaire pour autant. Ma question est, en fait, et ça je demande ton point de vue, tu parles d'intelligence artificielle faible, forte, mais est-ce que l'intelligence artificielle forte peut exister et est-ce qu'on n'a pas atteint les limites justement de cette intelligence artificielle qui n'en est pas vraiment une? Alors, pour te donner un aperçu de ma réponse,
OpenAI a été créé en 2018, il me semble, 2017-2018, et avait pour vertu première d'être gratuite, d'avoir aucun système économique, d'être juste basé sur des investissements et de partager la totalité de ses découvertes avec le monde. En 2019, ils ont décidé de vendre leurs services. Ils ont fait un partenariat d'1 milliard avec Microsoft et désormais, ils vont créer des microservices qui vont permettre de produire des textes, des choses comme ça pour rentabiliser. Pourquoi ils ont besoin de fric? Parce que tout simplement, je vous avais parlé de 285 000 processeurs, ils les changent tous les 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont à la pointe de la pointe en permanence. Ils cherchent plus de puissance, plus de ressources parce qu'ils cherchent l'IA forte. L'IA forte est capable de tout combiner ensemble. Notre cerveau a pour l'instant encore à peu près 10 000 fois plus d'interactions que ce qu'elle est capable de faire. Il y a 175 milliards de paramètres, on en a à peu près 10 fois plus dans notre manière de traiter le monde. Donc, juste 10 fois plus de puissance. Ils n'ont pas besoin de beaucoup plus que ça. Mais il faut que cette machine commence à créer une conscience. Elle doit commencer à comprendre, réfléchir et se positionner dans le monde pour pouvoir avoir une expérience qui donnera une cohérence à tous ces actes. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un objectif atteignable? Théoriquement, on l'estime à 20 à 30 ans, mais vu qu'on avait estimé que l'étape que vient d'atteindre GPT-3 aurait été atteinte en 2030, ça va vite. En fait, ça va beaucoup plus vite que ça, parce qu'en plus, ils sont en compétition, donc ils essayent tous d'aller le plus vite possible. Donc, on a ce problème-là qui arrive. C'est-à-dire que les machines qui deviennent conscientes, alors là, ça nous renvoie à Stephen Hawking, notamment, ce cher scientifique qui est décédé en 2018, je crois, en fauteuil roulant, que vous avez déjà dû voir. Si vous n'avez pas de culture scientifique, vous l'avez vu dans Big Bang Theory. Mais en tout cas, Stephen Hawking, lui, avait commencé à établir le fait qu'il fallait à tout prix éviter l'intelligence des machines, parce qu'à un moment donné, à force de quête de perfectionnement, la machine allait considérer que nous étions un frein. Et allait commencer à essayer de trouver un moyen de mieux nous contrôler ou peut-être nous faire disparaître par rapport à ça. C'est une peur que partage Elon Musk, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est lui qui est à l'origine du projet OpenAI, mais qui a aussi une autre boîte qui s'appelle Neuralink, qui essaye de mettre l'intelligence artificielle et le cerveau humain en connexion, tout simplement, avec des câbles. Ils travaillent là-dessus en ce moment. Donc, on ne peut pas vraiment les arrêter, c'est fou, hein, ils y vont. La question, ça va être quelles sont les prochaines évolutions et qu'est-ce que ça va changer à notre vie, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça va devenir? Alors, je continue encore un petit peu avec les petits défauts. Je disais qu'elle n'avait pas de personnalité, qu'elle ne produisait pas de raisonnement qui lui était propre, qu'elle était aussi difficile à cadrer parce qu'elle produit un raisonnement en continu selon la logique algorithmique qu'elle a, ce qui donne des textes qui ont une cohérence, un début et une fin, mais qui ne sont pas contrôlables en termes de qu'est-ce que tu as le droit de dire ou pas dire. Résultat homophobe, résultat raciste, résultat… On ne peut pas la moraliser. D'ailleurs, vous aurez aussi un article en source qui raconte que des scientifiques du monde entier essayent de mettre en garde contre le fait que l'intelligence artificielle GPT-3 a que quelques mois avant qu'on ne puisse l'empêcher définitivement d'être raciste. Donc, ils demandent aux développeurs de faire très attention et de commencer à mettre en place des censures, de mettre en place un cadre moral parce que GPT-3 continue à s'entraîner, continue à faire du deep learning et commence à apprendre de plus en plus profondément que les Juifs, il faut les exterminer, que les Arabes sont tous des terroristes, que les femmes sont de toute façon faibles, etc., que les homos doivent être détruits, etc., etc. C'est ce qu'elle apprend. D'ailleurs, il y a eu une expérience… Ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu sur le web qui va dans ce sens-là, parce que si en fait on a fait une agrégation de tous les contenus et qui puise dans tous ces contenus, ça veut dire qu'il y a une grande partie des contenus qui vont dans ce sens-là. Et le web est un énorme défouloir. Mais d'après toi, est-ce qu'il y a plus de textes qui disent que les Juifs sont des bonnes personnes ou des textes qui disent que les Juifs doivent être exterminés sur le web? C'est ça que je comprends pas parce que, enfin, je sais pas, mais ça me paraît très quand même
très choquant qu'il y ait plus de contenus qui disent que les Juifs sont à exterminer que le contraire, quoi, en fait. Je sais pas, moi, c'est vrai que je vais pas chercher ce type de contenu, donc… C'est amusé, mais demande-toi pourquoi est-ce qu'on publie sur le web? Avec qui on parle? GPT-3 parcourt les forums. Donc, à part les Juifs qui disent du bien des Juifs, et encore pas tout le temps, il y a les autres pour qui c'est un sujet tabou, qu'ils essayent de ne pas aborder, Ouais. et puis il y a ceux qu'on rencontre et qui, eux, peuvent être n'importe qui, n'importe quand, avec des idéologies qui n'expriment peut-être même pas dans la vraie vie. Mais voilà, il y a eu un scandale il y a quoi? Il y a une semaine, même pas, d'un chanteur qui passait dans une émission. Le chanteur s'appelle The Vivi, l'émission c'était The Voice, un rappeur. Il a fait son morceau, il était très populaire, tout le monde l'adorait, et des gens ont retrouvé des tweets de quand il avait 17 ans dans lesquels il avait des discours homophobes, racistes, et ça a fait que l'émission l'a jeté, parce que tout est ressorti. C'était juste des tweets, mais il avait 17 ans, il a tenu ces discours-là. Aujourd'hui, il le regrette. Il le regrette d'autant plus qu'il est viré. Mais voilà, je veux dire, le web est un immense défouloir. Pas pour tout le monde, mais peut-être pour chacun de nous à un moment donné. Ma croyance, Ouais. qu'il n'y a pas de trolls, on est tous des trolls à un moment donné, et donc quand on regarde tout, et ben, ça fait une espèce de cohérence, on a l'impression qu'il n'y a que des trolls. Mais la plupart des trolls sont des gens adorables par ailleurs, ou font des trucs super par ailleurs, etc. etc. Oui, le 2025, tu as tout à fait raison, Virginie, à mon avis, elle l'a parcouru, mais à mon avis, il y a pire aux États-Unis. C'est un forum particulièrement violent, des jeunes de 18-25, et qui a une influence énorme en France, et qui est toujours le théâtre de choses assez horribles. Donc, on a du mal à cadrer la bestiole, en plus, elle devient raciste, en plus, donc on doit faire des manœuvres très rapides pour l'empêcher de basculer complètement. Il y a une intelligence artificielle, il y a 2 ans, qui a été connectée par Microsoft sur Twitter, pour avoir des discussions avec les gens, pour échanger avec les gens. En 24 heures, elle est devenue raciste, xénophobe et antisémite. En 24 heures. Elle ne l'était pas avant, elle est devenue raciste, à force que les gens viennent lui dire de la merde, à longueur de temps. Donc, Oui, alors en fait, elle apprend justement des mauvaises personnes, elle prend tout, y compris le plus mauvais, quoi. C'est ça. c'est l'énorme problème de l'histoire. Ouais. J'oubliais quand même de dire que GPT-3 a quand même lu à peu près tous les bouquins qui lui étaient disponibles. À peu près tous les livres qui existaient et qui étaient dans les bases de données, il les a lus. Je vous rappelle que Wikipédia, c'est 0,6% de ce qu'il a lu. Donc, il y a aussi toutes les librairies du monde numériques. OK? C'est dedans aussi. Donc, a priori, ça devrait un peu s'équilibrer. Mais le problème, c'est que il y a des influences qu'on n'arrive pas à gérer. Et comme la machine est en deep learning, c'est-à-dire que les concepteurs n'ont plus la maîtrise de la machine. Il y a 175 milliards de paramètres. Comment tu veux agir là-dedans? Donc, on la laisse grandir, on la laisse travailler, on a essayé de la cadrer du mieux qu'on pouvait, mais voilà, elle a actuellement un problème de dérive. Donc, on va espérer qu'il règle ce problème-là ou qu'il pose des limitations. Mais on a ce souci. Donc, sinon, à côté de ça, ça reste pour l'instant juste un outil de production assistée, puisque ceux qui l'utilisent pour créer des fonctions. Fais-moi tel document, fais-moi telle chose, fais-moi une analyse marketing, parce que j'oubliais de vous dire que parmi les gens qui étaient ciblés, il y avait aussi les marketeurs, puisqu'elle est capable d'étudier les marchés entiers et de nous sortir toutes les statistiques. Et même, allez, je vous le dis, il y a un outil qui est capable aujourd'hui de profiler les messages de newsletter en fonction de qui vous êtes sur les réseaux sociaux, pour avoir un discours hyper adapté à vous. Vous imaginez quand même que là, on est à 2 doigts d'avoir une intelligence artificielle qui vous traite comme un individu dans toute sa communication et qui s'adressera que à vous. Et le mail que vous recevrez, personne d'autre le recevra jamais. C'est le rêve de tout le monde, ce truc. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas forcément les clients, mais c'est tous ceux qui travaillent dans la communication, c'est un rêve. Donc voilà. Voilà, et le problème donc, de fond, c'est que cette machine n'est pas capable d'apprendre en dehors du web et en dehors des contenus qu'on lui donne. Elle n'est pas capable de produire un raisonnement, et sûrement pas un raisonnement moral. Donc, on se retrouve avec une machine qui ne fait que singer la discussion, singer le discours à partir de statistiques, et non pas avec une vraie réflexion qui est derrière ça. Mais ça ne l'empêche pas de pouvoir produire des textes à tout va. Et c'est un peu le problème. Donc, on est toujours dans le cœur de cible, mais comme vous voyez, en fait, il y a un chiffre qui dit qu'en 2050, il y aura 55% des métiers qu'on connaît qui auront été 100% automatisés. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a
RSU, je ne sais plus, le revenu universel, qui est en cours de discussion. C'est-à-dire que puisque vous n'aurez plus de boulot, parce que c'est vers ça qu'on va, eh ben, on va vous donner un salaire sans que vous ayez un boulot. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça. Et ma sœur, qui n'est absolument pas au courant des nouvelles technologies, tout ça, le digital, voilà, elle s'imagine que, bon, elle est comptable, elle s'imagine que les comptables ne sont absolument pas menacés. J'ai dit quoi? Les comptables, sont menacés. Mais bien sûr qu'il saura faire ça, il n'y a aucune difficulté à ça. C'est une tâche, j'ai envie de dire presque basique, c'est-à-dire il doit juste savoir où va la vente, où va l'entrée d'argent, et puis c'est tout. Voire même, il peut le déterminer de lui-même en regardant simplement la facture. C'est terminé, les comptables. Au revoir, les comptables. Non, mais c'est un... Au revoir, les comptables. Je lui ai dit, oui. Mais je suis tout à fait d'accord. Maintenant, bon, on va parler un instant des avantages. Parce qu'il y en a quand même des avantages, il faut quand même en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, moi j'ai déjà eu un client qui est venu me dire, voilà, j'ai besoin de fiches produits, j'ai 10 000 produits. J'aurais besoin d'une description de 300 mots par produit. Je lui ai envoyé mon devis. Tu peux imaginer qu'il m'a envoyé paître. Le devis, c'était 10 000 avec un zéro derrière. 10 balles la fiche, c'était le mieux que je pouvais faire. Bah, bien sûr. Donc, quand tu as commencé à voir que ça coûtait 100 000 € de juste mettre un contenu, quand GPT-3 va arriver en disant « je te fais ça, ça va prendre 2 minutes et ça va te coûter 100 balles », on a déjà ce problème-là. Il y a toute une série de commandes qui n'ont plus lieu d'être. Bonsoir Marie, est-ce que tu viendrais nous rejoindre? Ou pas, hein, je ne sais pas, je propose. Donc, on a toute cette difficulté-là, c'est-à-dire que, voilà, il y a toute une série de commandes qui sont des commandes sans compétences, qui, elles, vont être immédiatement prises. Les sites satellites sur lesquels on place des contenus pour pouvoir vendre, le dropshipping, ce genre de trucs, tout ce qu'on peut faire pour casser Internet et mettre son site numéro 1, mais quand on te disait avant, il faut au moins 100 textes, mais là, tu t'en fiches, t'en mets 1000. Où est le problème? Ça va te coûter quoi? 1 000 €? Allez, 1 € le texte? 1000 textes, c'est parti. Et en plus, tu pourras peut-être même les mettre en ligne tout seul. Donc, quelle est la chance qu'un rédacteur web conserve ces commandes-là? C'est là toute la difficulté. C'est qu'en fait, la machine va répondre à ça très rapidement. Et j'ai presque envie de dire quelque part, tant mieux. Tant mieux qu'on nous débarrasse de ces mauvais contrats et qu'on essaye d'aller vers des choses qui sont vraiment bonnes pour tout le monde, où là, on peut amener quelque chose. Comment elle râle déjà, Marilyn. Je ne monte pas. Bon, tant pis. Alors, je la taquine. La prochaine fois, comme tu dis. Donc, on a ce souci-là. On a aussi, parmi les autres avantages, et là, c'est un truc, je vais vous faire fantasmer, les rédacteurs, je vais vous faire fantasmer. Imaginez qu'il existe déjà un logiciel en ligne. Alors, il n'est qu'en anglais, c'est pour ça que ce n'est pas forcément intéressant. Quand vous écrivez votre texte dans le logiciel, il vous produit juste à côté toutes les sources et il vous fait un résumé des sources. Vous avez juste à écrire le sujet, il vous ramène déjà toutes les sources. Vous commencez à écrire sur le sujet, il complète vos phrases. Vous demandez un élément technique, il vous le sort. Ça va le fantasme? Ça commence à vous plaire? Oui, ça, c'est une aide. Ça devient un petit peu sexy. Il est déjà capable de faire ça. Allez, on y va. Encore une petite chose qui pourrait nous plaire, mine de rien, qui est quand même sympathique. Il est capable de changer un texte dans tous les styles qu'on veut. On lui donne un texte, on lui dit non, un truc un peu chaleureux, allez, un truc un peu blog, allez, un truc un peu administratif, allez, clac, 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 il change le texte à la volée et adapte totalement le style à chaque fois. C'est pratique. Ça aussi, on n'est pas contre. Ça peut être chouette. Non? C'est vrai. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, allez. Et maintenant, le clou du spectacle. Vous êtes prête? Vous n'êtes pas prête. Vous êtes prête? Bon. Vous donnez n'importe quel texte à GPT-3, il le réécrit sans faute. Sans faute d'orthographe, mais bon, moi, je m'en fous. Je suis excellente en orthographe. Tu es excellente en orthographe. Laisse-moi te dire que tu es obsolète. C'est terminé. C'est terminé. Comment? Le certificat Voltaire, on s'en fout. C'est terminé. L'orthographe, la grammaire. Donnez mon texte. Plein de fautes. Encore un bouton, il sort sans la moindre faute. Regarde les likes. Regarde les likes.
Regarde toutes ces petites boules de like. Oui, mais non, je défendrai toujours la Absolument tout. compétence orthographique. Il réécrit, le style. On doit rétablir la dictée à l'école. On s'en fout. On a même plus de points maintenant. On dit juste, allez, GPT-3, écris-moi un truc nickel, et hop, il y a zéro faute. Zéro faute. Terminer les fautes. Facebook va peut-être mettre en place un système qui corrigera automatiquement les fautes sur tous les posts. Il n'y aura plus de fautes. Oui, ça serait Pourquoi bien. on s'embête? Oui, l'intelligence artificielle va permettre de tout contrôler. Correction automatique de tes mails, correction automatique de tes posts, de tes SMS. Aucun problème, il intervient et il dit voilà, je le réécris. Impeccable, c'est bon. Hop, les points, la ponctuation, les questions. C'est bien quand même. Ça commence à te plaire. Voilà. Alors, on va encore aller un petit peu plus loin maintenant. On va parler des risques parce qu'il y en a quand même. Et ce qui fait que GPT-3, on en a parlé au début, GPT-2, déjà, il ne voulait pas le partager. Il ne voulait pas donner ce système-là. GPT-3, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils autorisent ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des petits logiciels qui s'interfacent avec GPT-3 et qui sont capables de faire une chose. Du genre, je suis tombé sur un site internet qui propose d'écrire des lettres d'amour. On écrit le nom de la personne, on écrit un peu quel rapport on a avec elle, on appuie sur un bouton et on a une lettre d'amour qui sort. C'est chouette. C'était GPT-2, ça marche, c'est chouette, c'est rigolo. Mais là où ça devient un petit peu gênant, et puis j'ai oublié d'aller au bout de mon raisonnement, mais après, ils ont donc donné à Microsoft le soin de gérer l'intégralité, par contre, de l'interface et des capacités de GPT-3, et Microsoft a dit qu'il l'a donné à son système Azure. Et le système Azure, c'est le cloud de Microsoft, ce qui veut dire que l'intégralité de ses services va pouvoir faire appel au système Azure, Word, Excel ou quoi que ce soit, Cortana, tout ce qu'on veut. En fait, tous les systèmes Microsoft vont être alimentés par ce truc. Donc, la suite, si vous avez vu le film Her, H-E-R, je vous le recommande 1 million de fois tellement il est génial ce film, tourné par Spike Jonze, si je me souviens bien. C'est un mec qui installe une interface comme un Windows et l'interface est basée sur une intelligence artificielle qui est jouée par, j'ai plus son nom maintenant, l'actrice qui fait Black Widow, notamment, qui est très très connue. Et non, désolé, il y a des plus belles références d'elle comme Under the Skin et compagnie. J'avoue que ma culture cinématographique, elle est pas... Attends, je déteste oublier ce nom-là. Je vais voir si je la retrouve. Est-ce que j'ai le nom? La Veuve Noire, blablabla. Est-ce que je peux avoir le nom d'après l'œuvre originale? Oui, Scarlett Johansson. Merci. Oui. Donc, oui. Bon, je connais bien. Vous avez cette voix-là qui sort de la machine et vous avez un pauvre type en face joué par Joaquin Phoenix qui ne sait plus quoi faire de sa vie et qui commence à discuter avec cette machine. Et l'histoire qui naît de ce truc-là est complètement dingue et pose tellement de questions. Mais on va vers ça. On va vers ça. Donc, jetez un coup d'œil dessus. Her est une comédie dramatique romantique. Ça n'a rien de technique, ça n'a rien de compliqué. C'est un moment génial. C'est un superbe film et je vous le recommande. Donc, en tout cas, tout ça, c'est pour vous dire que, je reprends mes notes parce que je me paume assez régulièrement, on va avoir ce problème de Microsoft qui arrive, enfin, ce n'est pas un problème, mais Microsoft va offrir des services de plus en plus gros, de plus en plus forts et de plus en plus adaptés parce que c'est eux les seuls dans le monde à avoir le droit d'utiliser la totalité de la puissance de GPT-3. Donc, Microsoft vient de mettre une claque à tous les concurrents. Ça va poser des grandes questions sur les productivités. S'il y a des gens qui sortent des outils, ça sera eux. Les premiers risques qui apparaissent à partir de là, le premier, c'est l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que GPT-3 est capable de te piquer, Véronique, ton compte Facebook et de l'alimenter exactement comme si c'était toi et de le faire durer des années comme ça et de discuter avec tous tes amis en MP sans que personne ne se rende compte que c'est plus toi. Alors, dans ce cadre-là, ça te donne une idée de sa capacité. Maintenant, dans le cadre d'élections présidentielles américaines, quand on commence à avoir plus de 5 comptes qui apparaissent et qui commencent à avoir des discours politiques, d'après toi, il se passe quoi? GPT-3 est capable de le faire. Manipuler l'électorat. C'est un énorme problème pour les réseaux sociaux.
De l'autre côté, pour l'influence et surtout pour la démocratie. On va avoir des gros problèmes parce que n'importe qui aura le pouvoir d'influer sur la démocratie. L'automatisation des faux comptes sur Internet, les faux avis d'utilisateurs, mais ça, oubliez que vous arriviez à faire la moindre différence, c'est terminé. Amazon va probablement devoir retirer les avis. Ça sera devenu totalement ingérable. Il va y en avoir des milliards qui vont arriver par jour. Donc, attaquer une marque ou au contraire la favoriser, tout est possible. Il suffit de cliquer. Il n'y aura plus rien de fiable en fait. On ne pourra plus se fier aux avis utilisateurs. Et moi qui me repose beaucoup sur les avis utilisateurs pour acheter quelque chose. Déjà là aujourd'hui, on estime qu'il y a 70% des avis d'utilisateurs qui sont faux. Donc, il y a des logiciels qui permettent de faire le tri sur Amazon pour retirer les faux avis utilisateurs des vrais pour voir quelle est la vraie note. Je n'ai plus le nom du site. Il y a un site qui fait ça. Tu colles juste le lien du produit et lui, il te sort le vrai chiffre, le vrai avis utilisateur. Donc voilà, on a les fake news parce que cette saloperie est capable de générer des centaines d'articles et de les poster dans des centaines de médias différents. Il est capable de faire un buzz. Un truc là-dessus sur l'IA et les fake news et j'avais vu un article là-dessus que j'ai mis sur la page Facebook. Et enfin, un des derniers risques, qui n'est pas tout à fait un risque, c'est ce qu'on appellera le lissage des contenus. C'est-à-dire que, vu le niveau de production de contenu qu'il est capable d'avoir, il va nous envoyer quelque chose de tout à fait lisse et insipide. Ça correspond à peu près au catalogue Netflix, si vous avez besoin de vous faire une idée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de séries et finalement assez peu qui sont vraiment mémorables. Les autres sont lisses parce qu'on a la recette, donc on applique la recette. Et c'est ce qu'il va faire puisqu'il va se baser que sur le passé, puisqu'il n'a que le web à disposition. Il va faire du deep learning, mais les idées qu'il va nous proposer ne seront jamais des idées nouvelles. Et il n'y aura pas non plus d'originalité, il n'y aura pas de créativité là-dedans, ce qui fait que face à la masse des contenus, on pourrait avoir un impact sur la perception même d'Internet à l'avenir. Le sentiment que tout est lisse, que rien n'est vraiment grave, que les choses sont assez neutres. Voilà. Mais il y a tellement de menaces et tellement de choses qui ne vont pas dans tout ça et qui ne sont pas gérables, qui ne sont pas contrôlables, qu'on va devoir peut-être faire marche arrière, non? Jamais dans l'histoire de l'humanité on a fait marche arrière. Ça n'est jamais arrivé, même avec le clonage. On clone maintenant des animaux sans problème. Donc, non, on n'a jamais fait marche arrière. Il suffit que quelqu'un ouvre la porte pour que les autres s'y engouffrent. Donc non, on va devoir trouver une manière de vivre avec. Ça va être un peu différent. Marilyn nous parle des réseaux sociaux. Marilyn, je voulais juste te dire que 40% des tweets sur Twitter sont déjà générés par des bots. Voilà, juste au cas où, ça peut t'aider. Et que 80%, non, c'est quoi? C'est 30% du web sont générés par des bots, il me semble. Donc, les tweets de Trump, ils étaient générés par un bot. Ça aurait pu. Vu comme c'était raciste, ça aurait pu. Bon, ceci étant, moi, j'aimerais bien qu'on pose maintenant les questions sur le futur. Parce que là, on est en train d'essayer d'imaginer ce que ça va nous faire comme si ça nous tombait sur la gueule maintenant. Ce n'est pas le cas. Ça va arriver très progressivement. Moi, j'ai pas mal de questions. La première, c'est, en gros, quelle est la valeur d'un texte si n'importe qui peut produire des textes? C'est quelle valeur on va donner, nous, à la lecture d'un texte? Quand toi, tu iras sur le web, par exemple, Véronique, et que tu liras un texte, est-ce que tu auras encore la moindre conscience, connaissance, reconnaissance pour la personne qui a écrit? Sachant que ça peut être un bot, ça peut être un vrai. C'est un terrain qui va être entièrement pourri, qui va être entièrement normalisé. Et ça, je peux vous aider intellectuellement à comprendre de quoi je parle. Quelle est la valeur aujourd'hui d'un album de musique pour vous? Alors, pour vous qui avez connu aussi, parce que j'ai la chance de vous avoir toutes les deux, vous avez connu des générations précédentes où les albums étaient difficiles à obtenir, où ils étaient en format vinyle, où il fallait du matériel, où on faisait des copies sur les cassettes et c'était précieux parce que c'était compliqué, il fallait attendre que toute la bande passe, puis après on retournait les cassettes et ça enregistrait dans l'autre sens. Ça avait une valeur. Puis les CD, où on avait des CD Tech. Oui, Marilyn, 8-9 €, bravo. Mais bon, ce n'était pas ma question. Mais voilà, et aujourd'hui, vous avez Spotify.
qui vous dit « Nous avons 48 millions de morceaux à disposition à votre simple demande ». Quand votre artiste préféré sort un album, est-ce que ça a vraiment encore de la valeur pour vous? Est-ce que ça en a? C'est un peu tout le problème. Quand on ne pouvait pas publier, ou si on remonte à Gutenberg, ou même déjà avant, on avait les moines qui faisaient les lettrines, qui faisaient tout le travail, ce qu'on appelait les moines copistes, qui faisaient tout ce travail. Puis après, on a commencé à poser la presse. Les moines copistes, ils ont râlé, parce qu'on venait de tous les mettre au chômage. Mais on a commencé à produire des Bibles, mais on ne les produisait pas très très vite. Donc on a multiplié les machines, et après les Bibles, on a commencé à sortir des petits livres, des petites choses. On a commencé à faire ça. Puis on a industrialisé ça. D'un coup, les belles bibliothèques commençaient à devenir possibles. Donc dans les châteaux, on a encore la bibliothèque, qui est un lieu qui était vraiment un lieu de valeur. Parce que la connaissance était là, elle était imprimée, elle était disponible, c'était une grande valeur. Je peux continuer, mais vous savez ce qui s'est passé. L'intense industrialisation, le nombre d'auteurs qui sortent des livres. Aujourd'hui, on a 40% des livres seulement qui sortent sur le marché français qui viennent d'éditeurs professionnels. Les autres, c'est carrément les auteurs qui ont payé pour sortir leurs livres. C'est-à-dire, il n'y a même plus un relecteur, il n'y a même plus quelqu'un pour se demander si c'est bon ou pas. Ils payent, ça sort. Ce qu'on appelle les livres à compte d'auteur. Donc, on a 60% du marché à peu près qui sont des auteurs qui veulent juste que leurs livres sortent. Et là, maintenant, on a le numérique qui arrive. Et Amazon… Il y a une relecture quand même pour le livre à compte d'auteur. Il y a quand même une relecture. Alors, je te montrerai des bouquins qu'on m'a envoyés de copains qui ont sorti des livres où c'est truffé de fautes, c'est dégueulasse, c'est des torchons, et ils ont sorti quand même. Parce que là, tu me parles des éditeurs à compte d'auteur qui feraient vaguement leur boulot, et ça serait bien. La plupart du temps, les autres, ils s'occupent juste d'imprimer, de distribuer, et c'est tout, ils relisent même pas. Ah non, parce que moi, j'ai sorti un petit recueil, un tout petit recueil de nouvelles, et ça a été relu. Mais il y avait il y avait quand même une faute. Il y avait quand même une erreur qui a été faite par le comité de relecture et que je n'avais pas faite moi-même. Et ça a été… alors, je les ai contactés en disant mais non, je n'ai pas écrit ça. GPT-3 va corriger à l'avenir, il y aura 0 faute. Il n'y a pas de problème, GPT-3 sait faire ça. Mais dans l'idée, en tout cas, on a les livres aujourd'hui et on a Amazon qui te propose, avec sa petite Amazon Kindle, il te propose aujourd'hui un abonnement. Exactement comme Spotify. Tous les livres disponibles par abonnement. Tu peux les lire si tu veux. Quelle est la valeur d'un livre? Sans parler du fait que sur le moindre, j'aurais dû la prendre, j'en ai une, sur la moindre Kindle ou même sur ton téléphone avec l'outil Kindle, tu peux mettre jusqu'à 10 000 livres. Oui, je sais. Mais cite-moi un endroit au monde où il y a 10 000 livres. La grande bibliothèque nationale de France. Je peux avoir autant de livres que la grande bibliothèque nationale de France. Dans le meilleur des cas, j'arrive à lire quoi? Un livre par semaine, 2 livres par semaine, allez, peut-être, et soyons fous, un par jour. Est-ce que tu crois vraiment que je pourrais en lire 10 000 avant la fin de ma vie? C'est des questions comme ça qui, moi, m'interpellent. Ouais, désolé. Et on salue ton chat. On fait un petit coucou à ton chat. Je n'ai pas lui faire des gros yeux. Hein. De toute façon, il s'en fout. J'ai aucune autorité sur lui. Il n'a absolument pas peur de moi. Mais je pense que c'est un chat. Oui. Moi, j'ai rien. Parce que quand je fais des gros yeux, il comprend. Ah ben oui, c'est un chat et il s'appelle Domi et c'est un chat siamois, ce qui n'arrange rien parce que les chats siamois, c'est voilà, c'est siam, hein, c'est… On le voit passer derrière toi régulièrement. Donc, moi, ce que je peux vous dire, quand je parlais de quelle était la valeur d'un texte, et où Marilyn a précisé que 8-9 € était une bonne valeur de texte, c'est qu'en fait, si je peux choisir de mettre un site en ligne, de cliquer sur un bouton, le site est fait, de dire à quoi je veux qu'il ressemble, le site est fait, de dire quels sont les contenus que je veux, les contenus apparaissent sur le site. Quelle est la valeur de ce site? Par rapport à Spotify où les morceaux sortent, d'ailleurs sur Spotify, il y a un gars, il a sorti un album par jour pendant plusieurs années. Juste, c'est n'importe quoi ces enregistrements, mais il gagne bien sa vie depuis parce qu'il y a toujours quelqu'un pour tomber sur un de ses morceaux. Et il a tout foutu dans Spotify. Il y a quelque chose comme 3000 ou 4000 albums de lui. Non, mais voilà, c'était juste que je trouve ça drôle. Il a fait ça joyeusement et les morceaux sont complètement cons, mais un par jour. Donc voilà, finalement, s'il y a quelqu'un qui peut sortir des morceaux sur Spotify et avoir un public,
quelle est la valeur d'un artiste, du studio d'enregistrement, de l'éditeur, de Eddie Barclay qui prend des décisions. Quelle est la valeur de tout ça? Il n'y a plus de valeur à toutes ces choses. Donc ça, c'est le premier risque. C'est qu'on arrive dans une ère où notre métier n'aura tellement plus de sens qu'on ne nous l'aura même pas volé. On nous l'aura pourri. D'accord? C'est là où, d'entrée de jeu, ça pose un peu un problème. Après, c'est la question de tous ces services qui évoluent en même temps. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, ça sera bizarre pour vous de perdre votre boulot si votre médecin, c'est déjà plus un médecin, si le community manager qui bosse, c'est plus un community manager, si les analyses marketing qui sortent, c'est un logiciel qui les sort? Est-ce que vraiment, à un moment donné, toi, d'ailleurs, Véronique, qui a vécu cette arrivée de l'IA dans ton travail de traduction, notamment de cadrage, de toutes ces choses-là qui ont dénaturé ta propre nature de traductrice, est-ce que ça te semblera normal si à un moment donné, on a cette dimension qui apparaît de plus, finalement, plus personne aux commandes nulle part, quoi. L'IA qui s'occupe de toutes ces tâches-là. Donc, c'est là un petit peu la difficulté. Après, moi, j'ai une autre question qui est vraiment importante. Si le web est noyé de texte, est-ce qu'on va encore lire longtemps? C'est toujours sympa de lire, mais vu que l'IA peut être connectée à un visage qui parle, par exemple, à un spectateur, à une assistante, est-ce qu'on ne lui préférera pas lui demander de nous raconter des histoires? Est-ce qu'on lui demandera pas à elle les vraies informations? Est-ce que vraiment l'acte de lire aura encore du sens quand on sera complètement assisté pour avoir l'information de la manière beaucoup plus simple qui est de discuter? Google est déjà parti de l'idée qu'ils allaient arrêter de donner les résultats, mais donner un seul résultat, le meilleur. C'est là-dessus qu'ils travaillent. Ah oui. Le fait que les prochains assistants, en fait, tu discutes avec eux. Je voudrais savoir ça, je te donne la réponse. Voilà ce qu'ils veulent. Donc, la SERP, ça sera terminé, ou ça sera seulement sur demande. C'est ce qu'ils veulent attendre. Et ils ont raison de vouloir attendre ça, parce que ce sera l'ultime du web. Mais que avec la reconnaissance vocale, que devient tout le reste? Encore une autre question qui me vient. Est-ce que Google va vraiment laisser faire si du jour au lendemain, il y a plus de 100 milliards de textes par jour en plus partout sur la planète? Comment il va classer ça? Sachant que tous les textes sont des repompés d'autres textes juste écrits autrement. Et toutes sont faits pour bousiller son algorithme et passer numéro 1. Qu'est-ce qui va devenir face à ça? Tu vois? Oui, c'est un gros problème. C'est toutes les questions qui vont avec GPT-3. On a ces questions de fond. Et là où on va arriver sur quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est finalement qui décide ce que GPT-3 va raconter. Et c'est là-dessus que je vais terminer cette histoire. Et ce point sur la situation, c'est que finalement, il faudra, étant donné qu'on n'a pas de IA forte, donc capable de prendre des décisions judicieuses en fonction de la situation, des demandes et des attentes, il faudra toujours des gens pour manœuvrer. Donc, on a vu tout à l'heure que l'IA était capable de nous aider, nous, en tant que rédacteurs, à faire des bien meilleurs textes. Elle est capable de corriger, elle est capable d'affiner le style, elle est capable d'enrichir en SEO, elle est capable de nous produire les sources, de nous donner la documentation, de nous proposer le meilleur plan, des choses que Your Text Guru fait déjà sur abonnement. Elle est capable de faire tout ça. Quand tout ça sera centralisé, la vraie question, ça va être, est-ce que ça va faire de notre métier un mauvais métier? Est-ce qu'on ne va pas devenir bien meilleur si nous, on est... Vas-y. Nous avons un problème avec le chat. Je le prends pour qu'il soit un petit peu plus calme. Mais bon, je ne sais pas si ça va le calmer un peu. Nelly nous dit, je pense que c'est l'originalité qui fera la différence dans un texte. La vérité, c'est pas le cas. C'est la qualité de communication. C'est le fait que le texte fonctionne dans la relation entre la marque et son client. Et le texte ne peut pas être original, c'est pas grave, du moment qu'il est pertinent. Je pars de l'idée qu'un texte, on peut être des créatifs, mais tout le monde n'est pas poète. Tout le monde n'est pas artiste, tout le monde n'est pas écrivain.
Par contre, tout le monde pourra faire la communication. Ce que la machine n'est pas encore capable de comprendre, elle est capable de déterminer, si on lui dit qui sont ces personnes, elle est capable de nous sortir tous les éléments marketing. Elle est éventuellement capable de nous produire un persona, mais elle n'est pas capable de s'adresser à ce persona. Si on lui demande que cherche ce persona, quels sont ses points de souffrance, il est capable de nous les donner. Mais elle n'est pas capable de donner des réponses qui soient pertinentes d'un point de vue humain. Donc, elle n'est pas non plus capable de savoir comment l'humain va réagir. Elle n'est pas capable de prédire ses comportements. Oui, c'est ça. Donc, en fait, elle n'a pas d'intelligence émotionnelle et pas de psychologie, pas de… elle n'a Voilà. pas d'expérience de ce que c'est qu'être humain. Elle ne comprend pas encore les leviers de conversion. Elle est capable d'appliquer les recettes qu'on lui donne. Donc, elle est capable de nous faire gagner du temps. Mais elle n'est pas capable de décider pour nous quel est le meilleur choix dans un cas. Et c'est là où le rédacteur web, probablement, va devoir évoluer. Si aujourd'hui, je travaille déjà à essayer de convaincre les gens de devenir des rédacteurs web, c'est aussi une manière de leur dire, si vous êtes exécutant, vous êtes remplaçable. Si vous êtes communicant, vous devenez partenaire de la communication. Et là, si vous n'êtes pas bon, on vous remplacera par un meilleur, c'est sûr, parce qu'on peut espérer des meilleurs résultats. Mais par contre, si vous savez parler, alors vous saurez intéresser la personne qui a besoin qu'on parle pour elle. GPT-3 ne sait pas parler. Elle sait balancer du texte. Elle sait dire ce qu'on attend d'elle en fonction des statistiques qui sont trouvées sur le web, mais elle ne sait pas parler en soi. Alors, Katia nous dit « Je pense donc je suis ». C'est ça. C'est la raison pour laquelle on cherche l'IA forte. C'est pour ça qu'on cherche la conscience. À bientôt, Marilyn. Merci d'être passée. Moi, je dirais, je ressens, donc je suis… Non, mais c'est vrai, en fait. Je pense qu'il y a tout cet aspect aussi, sensibilité et voilà, en fait, être capable d'être en empathie avec quelqu'un et de comprendre ses émotions et Engager ses un points de rédacteur douleur. web qui est assisté par GPT-3, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est un rédacteur web totalement surpuissant, capable de mener un projet. Si un client décide de sortir sa boutique en ligne et qu'il va voir chez GPT-3 et qu'il lui dit « fais-moi une boutique, et puis mets-moi mes produits, et puis remplis les fiches produits, et puis mets-moi un blog, et produis 50 articles de blog », mais ce qu'il va obtenir, c'est 0 résultat. Parce qu'en fait, il n'a pas su à qui s'adresser, il n'a pas su pourquoi eux, il n'a pas su quoi leur dire, et il n'a fait que donner des consignes à partir de son incompétence marketing. Et GPT-3 a juste obéi. GPT-3 est un formidable ouvrier, mais c'est un ouvrier non compétent pour prendre des décisions. C'est juste un ouvrier. Et pendant des années encore, il ne sera qu'un ouvrier. Donc, s'il vient nous embêter, s'il vient nous chercher sur notre terrain, on pourra tout à fait dire au client, écoutez, vous venez de produire 40 textes sur le sujet des chaussures, ça intéresse personne. Et vous venez juste, peut-être que Google à ce moment-là dira, si dans votre site, vous avez trop d'articles qui n'intéressent personne, on vous déclasse pour essayer de maintenir la qualité, pour que le web soit toujours le web. Ils vont sans doute devoir passer par des pénalités si on rajoute trop de texte, quand bien même il ne serait pas dupliqué, quand bien même il serait éventuellement pertinent. S'il n'y a personne pour expliquer ce qu'il faut faire, s'il n'y a personne pour avoir une vision de la communication, il n'y a personne aux commandes. Le client est et restera incompétent. C'est pour ça qu'il nous engage. Oui, Katia a raison. C'est un duo gagnant. Si on travaille avec GPT-3, si on lui demande hey, « trouve-nous les sources », ce que je disais tout à l'heure, « trouve-nous les sources, fais toutes les fiches produits, je n'ai pas envie de les faire, crée toute la documentation dont j'ai besoin, transforme mes textes dans le style qu'il faut et réécris tous mes textes sans faute », moi, je relirai tout GPT-3, je ferai tous les ajustements, je rajouterai les call to action, je ferai le storytelling quand il y en aura besoin, je corrigerai toutes ces choses-là et je ferai un excellent travail parce que j'aurai un excellent assistant. Ça, c'est la prochaine étape. Oui, c'est un outil. Quand on aura une intelligence forte, le client aura juste à dire « Voilà, j'ai fait un téléphone, voilà ce qu'il sait faire ». Et GPT-3 dira « Ok,
je vois que ce téléphone sait faire ça, j'ai fait une étude, j'ai compris à quoi ce téléphone servait et à qui il répondait. Je vais commencer à analyser leur profil. Voilà, c'est fait. Je sais quelles sont leurs problématiques. Je vais produire un blog dans un premier temps. Je vais créer des vidéos artificielles qui vont faire des tutoriels sur ce truc-là. Et je vais amener, grâce à mon principe de conversion, je vais amener la personne à acheter ce produit. Et là, on aura une intelligence forte qui sera capable de prendre toutes les décisions, mais qui aura mis au chômage, pas que nous, 55% des métiers. Et on vivra dans un monde où les publicités nous parleront, où on aura des assistants qui seront très intelligents et qui nous donneront des bons conseils pour bien vivre, où on aura des médecins qui seront même plus des médecins, mais qui nous surveilleront tous les jours, 24 heures sur 24, qui nous diront quand on aura le moindre problème, qui nous donneront... Parce que c'est sûr que les médecins ils peuvent être remplacés Mais aussi. bien sûr, regarde, à mon poignet, j'ai déjà une machine qui traque et mon sommeil et mon activité Ouais. et le téléphone me donne déjà des conseils. Mais ce n'est pas personnalisé encore. Quand Oui, c'est Watch, la Watch, je ne sais plus comment en fait. elles font tout ça maintenant aujourd'hui. Ouais. Mais ça, c'est la mode d'Apple. Mais il y en a plein d'autres Ouais. et voilà, elles valent pour beaucoup au niveau de ses fonctions tout à fait bien. Mais ça, c'est que le début. Mais une intelligence artificielle, même faible derrière ça, qui a des statistiques sur toutes les santé de tous les pays, en fonction de toutes les nutritions, tous les trucs, met une caméra qui surveille ce que je mange, met un tracker qui dit combien de temps je marche, et tu auras des vrais conseils personnalisés. Quand il te dira, écoutez, nous pensons qu'il y a 80% de chances que vous développiez un cancer à partir de votre niveau de vie depuis ces 5 dernières années, nous vous recommandons, nous avons pris un rendez-vous pour vous, on va faire des études préventives pour voir s'il y a un début de cancer et qu'il le trouve, le début de cancer. Tu veux ça ou tu veux ton médecin qui te dit « Alors, ma petite Véronique, comment ça va aujourd'hui? Vous avez mal à la gorge ?» Tu veux lequel des deux? L'IA, c'est notre futur. C'est l'IA. Oui, enfin bon, c'est sûr que… Ça va t'impressionner au début et puis tu vas trouver ça formidable. Parce que ta vie sera bien mieux protégée, parce que l'IA ne va pas être envahissante, parce qu'elle va se croiser avec ton agenda en te disant « Hey, si on faisait un petit détour pour ton prochain rendez-vous, on le fait en petite foulée. Tu vas avoir un coach, il va s'appeler Greg, il sera musclé, il va apparaître sur… Allez Véronique, on y va !» Tu vois, il y aura toujours des humains pour penser comment t'amener le service, comment te donner le meilleur service possible. Mais voilà, Google récupère toutes ces données, c'est pas que pour faire du ciblage, il prépare l'IA de demain aussi, celle qui saura te connaître vraiment. J'avais lu, il y avait deux magazines, c'était 2 numéros, c'était une série en fait sur, alors je sais plus c'était quoi le magazine. Là, c'était vraiment c'était sur l'intelligence artificielle. Alors il faudrait que je les retrouve. Hein. Oui, peut-être. Il faut que je les retrouve. Et on parlait justement de l'IA appliquée à la médecine. Oui. Et c'était vraiment intéressant. Et je les ai vus quand c'était l'an dernier. Mais deux gros magazines, c'était des numéros spéciaux. Alors, et il faut que je les retrouve. Je suis en train de penser à deux choses concernant l'IA qui sont intéressantes et que j'ai vues notamment dans des TEDx qui présentaient ces résultats. Alors que je me souvienne bien, la première chose, c'est que l'IA est capable de déterminer les risques schizophréniques uniquement par Twitter. Il est capable de dire cette personne qui utilise Twitter va faire une décompensation psychologique très bientôt et rentrer en schizophrénie. Ah oui. Et c'est vrai, c'est avéré, ça fonctionne. Donc, il y a des… par rapport au contenu qu'il est rédigé sur Twitter. L'IA n'est pas magique. On l'a programmée pour lui expliquer ce qu'il fallait qu'elle cherche. Après, elle a fait du deep learning pour compléter son savoir et maintenant, elle est capable de faire ça. Bon, à côté de ça, on a des chiens qui détectent le cancer simplement par l'odorat. Hein. Donc, on a encore un peu de marge. Mais bon. Et la deuxième chose, et ça m'a sifflé, mais vraiment, ils ont réussi en analysant… C'est mon chat. C'est mon chat qui fout tout par terre parce qu'il en a marre. Il se dit oui, on ne s'occupe pas de moi. On a 8 spectateurs qui passeraient même pas à la télé et ton chat, lui, il est avec nous. Et rien que pour ça, je le soutiens. Écoute voir ça. Ils ont fait une analyse littéraire très profonde sur
tout ce qui existait, ils ont utilisé une IA pour détecter des trucs et ils ont déterminé ceci. Et c'est un TEDx qui est disponible, hein, mais ce que je vais vous dire, ça va vraiment vous surprendre. Avant le XIIe siècle, les gens ne savaient pas ce que c'était que la voix dans leur tête. Ils ne savaient pas que c'était leur voix. Ils pensaient que c'était une voix extérieure. Avant le XIIe siècle, ils pensaient ça. Alors, partout dans le monde, ça, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, au XIIe siècle, selon les textes, toute la littérature et tout ce qui datait d'avant, ils ont fait l'analyse sur la question de l'introspection et ils ont trouvé un point de départ au XIIe siècle et d'autres définitions auparavant. Voilà ce qu'on a déterminé grâce à l'IA et sa capacité d'analyse. Je me sens très inquiète pour ton chat. Tu veux intervenir? Ben, enfin, il est capable de faire les pires bêtises au monde. Donc, c'est vrai que quand il commence à s'énerver, donc je le surveille. Je me demande qu'est-ce qu'il va me faire comme monstruosité. Non, mais c'est vrai. Bon, je dis pas ça pour ton chat, mais c'est vrai que cette histoire de voix intérieure, là j'ai Katia qui me vanne en me disant quelle voix, elle n'a même pas de voix, mais imaginez quand même que c'est parce qu'on a décidé ou qu'on nous a expliqué que c'était notre voix qu'on l'a identifié comme notre voix. Oui. Mais si on vous avait dit que c'était un ange qui vous parlait, il aurait un comportement d'ange, parce que le cerveau s'adapte à la réalité à laquelle il croit. Ah oui. Wow, Dominique, tu arrêtes. Parce que lui, il n'y a pas besoin d'attendre minuit pour qu'il se transforme en gremlin. Bon, voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu justement, alors je regardais s'il y avait des questions. Il va falloir qu'on adapte notre métier en se servant de l'IA plutôt que de la subir. Là, on pourra proposer un service vraiment performant pour la communication du client. Par contre, je n'ai pas hâte d'être dans ce monde-là, nous dit Nelly. Et je crois qu'en fait, Nelly ne se rend pas compte qu'on est déjà dans ce monde-là. Que, comme je disais tout à l'heure, tout au début, eh bien, on a quasiment 20%, 30% du trafic du web qui sont déjà générés par l'IA. Et donc, ce qu'on voit, ce qu'on croise, il y a des films qui sont déjà sortis, écrits par des IA, il y a un livre, 2 livres ou 3 livres qui sont déjà sortis. Il y a un mec, il a branché une webcam sur sa voiture et il a branché une IA et il a roulé. Et il a parlé. Et l'IA a capté ce qu'il racontait et l'IA a écrit un roman de son voyage. Dans les sources, hein, vous avez ça aussi dans les sources. Il y a énormément de choses surprenantes et tout le monde cherche des nouvelles applications. Ça va être contagieux, c'est comme le web. Hein. Moi, je regrette l'époque des blogs. Moi, je regrette l'époque des blogs où on avait notre petit blog à nous, où on racontait des trucs qui nous concernaient. D'un coup, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. On s'est dit, ouais, ça va pas marcher ce truc-là. Ça va pas. Avec blogueur. Qui n'a pas aimé. J'ai vu l'apparition de Google. Je veux dire, pour moi, j'étais sur Alta Vista. Il y avait 9 moteurs de recherche à l'époque. On choisissait celui qu'on voulait. Google est passé par là. Terminé. Donc, voilà. Il y a énormément de choses comme ça qui évoluent et qu'on le veuille ou non, on y sera. Donc, l'intelligence artificielle, ça sera le cas. La chance qu'on a, et je finis là-dessus, mais la chance qu'on a, c'est qu'il sait écrire, mais il ne sait pas encore communiquer. C'est la chance qu'on a et c'est là où il y a encore besoin qu'on soit là. Voilà. Donc, le marketing, la communication, tout ce qu'on enseigne va pouvoir nous permettre de réfléchir ça. D'ailleurs, je vais finir en vous conseillant un autre film, si vous ne l'avez pas encore vu, je crois qu'il est sur Disney+, il me semble, actuellement, qui s'appelle « Les figures de l'ombre ». C'est un film qui a vraiment beaucoup marché à l'époque où il est sorti, il y a 1 an ou 2 ans peut-être, et qui parle des femmes calculatrices à la NASA. Et alors ça, si vous... Ouais. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et bien, non seulement vous allez découvrir un métier que vous n'auriez jamais soupçonné, à savoir que les ingénieurs de la NASA, ils écrivent des équations, ils les passent à quelqu'un qui les passe dans la pièce à côté, où il y a énormément de femmes, en l'occurrence de femmes noires à l'époque, formidables mathématiciennes, et qui sont là pour résoudre les équations. C'est tout. Et quand c'est résolu, on renvoie dans la pièce principale. C'était comme un ordinateur avec des vrais yeux. Ouais.
J'ai adoré ce film. Pourquoi? Parce que bon, déjà, bon, c'était des femmes noires qui étaient mises à l'honneur, mais en plus, c'était des femmes. Et il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes sont nulles en mathématiques. Donc, c'est pour ça que j'ai adoré ce film. Mais là où ça devient très intéressant dans ce film, et j'invite les gens qui l'ont pas encore vu à le regarder, donc on va pas dénaturer l'histoire. Ça arrive un peu vers la fin du film, l'ordinateur arrive. Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit se comporter quand on est calculatrice à la NASA, d'avoir un super calculateur qui arrive et qui est capable de faire 10 fois mieux notre travail? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, les réactions des personnages vous apprendront beaucoup sur la manière dont on devrait envisager ce qui va nous arriver. C'était vraiment, je trouvais ça extraordinairement pertinent, notamment une personne qui, je pense, a eu le meilleur comportement. Mais on n'en parlera pas. Voilà. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réflexions par rapport à tout ça? Est-ce que mon discours a été complet pour vous? Est-ce que vous avez bien compris tous les enjeux et toute la situation? Sachant que, bien sûr, je ne suis pas rentré dans toute la technique parce que là, on est sur des ingénieurs parmi les meilleurs du monde qui travaillent et depuis des années, je ne peux pas vous résumer ça, quoi. On va se battre. C'est vraiment, en fait, la réflexion que je me fais. Hein. On ne va pas se laisser manger par l'IA. La vérité, c'est qu'on va être très nombreux à devoir arrêter ce métier parce que le marché sera plus suffisant, parce que l'IA va bouffer une grosse partie très rapidement du marché pour tous les textes sans enjeu, sans intérêt, qui sont juste là pour pour pousser un site de dropshipping, qui sont juste là pour présenter un produit, qui n'ont pas besoin d'une stratégie marketing. Tous ces contenus secondaires, on ne les aura plus. Tous ces contrats-là, on ne les aura plus. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui dépendent de ces contrats-là. Donc, ces gens-là… Et pour l'optimisation SEO, du coup, en fait, ça va plus être vraiment une compétence hyper valorisée. Hein, Non, ça l'est déjà plus tant que ça aujourd'hui, puisqu'il s'agit essentiellement de placer des mots-clés et que les mots-clés ont été analysés. Alors, s'il y a les référenceurs qui continuent à avoir une stratégie SEO, mais une stratégie SEO sans stratégie marketing, je ne comprends pas le sens. C'est comme si on faisait n'importe qui, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc on va devoir changer ça. Alors, Katia nous dit « Merci David, finalement je suis moins anxieuse et je ne remets plus en cause ma motivation à entrer dans la rédaction web. Grâce aux informations et ton point de vue, je pense que nous avons encore un futur si on sait devenir flexible. » Et ça, c'est vrai que c'est mon point de vue. Virginie nous dit par contre « On trouvera autre chose d'aussi bien, même mieux. » Voilà, on va faire autre chose, c'est pas grave, on va devenir peintre en bâtiment. Ça, l'IA n'y est pas encore, donc allons-y. Ou boulanger, ça, l'IA n'y est pas encore. Sarah nous dit, s'il n'y a plus de place pour tout le monde, vers quoi faudra-t-il se tourner? Eh bien, j'espère qu'à ce moment-là, le revenu universel sera en place. Sinon, on peut se tourner vers des activités artistiques. Ils sont pas, enfin, la peinture, le dessin. Le revenu universel, c'est vrai que je le dis parce que c'est pas forcément clair, mais c'est une démarche qui est choisie pour compenser la casse des métiers engendrés par l'automatisation. C'est la raison d'être du revenu universel. C'est le fait de donner assez d'argent à tout le monde pour vivre sans qu'ils aient à chercher de boulot, parce que du boulot, il n'y en aura plus. Donc, on est en train de travailler déjà aujourd'hui politiquement la question de ce revenu universel. Maintenant, si vous avez tout votre temps pour faire ce que vous voulez à la place de travailler, ça voudra déjà dire qu'on sera sorti du paradigme du travail, parce que je vous rappelle que ça fait que 150 ans qu'on considère que le travail est un truc important. Auparavant, c'était une activité pour avoir à bouffer, et ce qui était important, c'était de bouffer. Donc, quand on aura à bouffer, qu'on aura du temps, du loisir, qu'on n'aura aucune pression à ne pas travailler, à ne pas être productif, qu'on pourra avoir cette vie agréable, eh ben, je pense qu'on sera arrivé quelque part et il faudra avoir abandonné le travail à ces machines. Mais on parle de arriver dans 20, 30, 40 ans peut-être.
on est quand même dans cette logique-là depuis un moment. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont remplacés, robotisés. Et on va vers, malheureusement, bon, c'est vrai, ou heureusement, on ne sait Heureux. pas, hein, mais il y a cette logique qui est là, qui existe, et que la valeur travail, elle est plus autant Le travailleur, considérée. pas le travail, le travailleur. Le travailleur, Oui, le travailleur, considéré comme remplaçable, quoi. Donc, oui, est remplaçable par des outils qui coûtent 100 fois moins, qui voilà. font zéro défaut, qui n'ont jamais de problème, qui produisent exactement ce qu'on leur demande et qui ne se plaignent pas, qui ne se mettent pas en grève, qui n'ont pas besoin d'être. Il y a énormément d'avantages pour les industriels à euh, automatiser. Tu vois Mm. les plateformes d'Amazon. Pour les commandes, quand tu passes une commande, tu as une machine qui va chercher ta commande dans les kilomètres et kilomètres de rayons de ces hangars. Il y a Mm. plusieurs millions de produits qui sont là et ils ne se trompent pas. Donc, Nelly nous dit de ne Ouais. pas subir tout ça. Et c'est vrai. Sarah nous disait par rapport à ta réaction que l'artistique ne paye pas, malheureusement. Donc, ça sera à condition d'avoir le revenu universel. Sinon, on ne va pas tenter l'artistique. Nelly nous dit soit on va changer de travail, soit on va s'adapter. Dans tous les cas, tant qu'on garde la part communication, ça va aller. Et c'est vrai, tant qu'en fait c'est à nous de décider et qu'on est compétent dans le domaine, eh ben, on va pouvoir accompagner des gens qui n'y connaissent rien, à savoir les clients. C'est eux à qui on va servir de guide, quitte à ce qu'on leur serve de guide en utilisant les outils. Parce que je vous rappelle que le SEO à l'ancienne, ça passe pas par Your Text Guru, par SEMrush, par 1.fr. Mm. Le SEO à l'ancienne, c'est je prends mon stylo, je regarde les résultats, je note les mots les plus fréquents, etc. Donc l'assistance par ordinateur, on l'a déjà aujourd'hui. Mais il nous faut toujours un capitaine. On est obligé. Alors, Virginie nous dit, je vois ça plus quand une nouvelle interprétation, je pense que c'est comme à la place de quand, je vois ça plus comme une nouvelle interprétation du monde du travail que comme une fin du travail. Je crois que c'est exact. La notion de travail, il faut bien que vous preniez conscience que vous êtes dans un milieu culturel qui vous dit que le travail, c'est important. Mais il y a encore 150 ans, c'était pas du tout ce monde-là dans lequel on était. On nous a implanté une vision du travail qui est que on déprime si on n'en a plus, ou on n'est plus accepté socialement si on n'en a plus. Mm. C'est artificiel. Donc voilà. Sarah nous dit OK, David, pour le revenu universel, mais il me semble que le dernier candidat au présidentiel qu'il a évoqué n'a fait que 6%. C'était Benoît Hamon et je ne crois pas que c'était son seul problème. Et je ne crois pas que c'est la raison pour laquelle on lui a dit non. Mais bon, reparlons pas trop de cette présidentielle qui a été un cauchemar pour tout le monde. On a, voilà, Sarah qui ajoute derrière, on lui a ri au nez, tout à fait, en le taxant de vouloir faire des assistés, si vous voyez de qui je parle. Et donc oui, il s'agissait de Benoît Hamon, c'est vrai, mais encore une fois, il n'avait pas la bonne vision du revenu universel et pas le bon discours autour du revenu universel. Et surtout, ce n'était pas la bonne époque, puisque en fait, on était dans le chômage, mais c'était un chômage systémique qu'on pouvait dépasser. Et Macron faisait partie de ces gens qui disaient, avec Fillon, qu'on pouvait le dépasser. Donc, problème de timing. Le jour où on sera vraiment face à l'ordinateur, le revenu universel, il posera zéro problème. Et enfin, Katia qui nous dit, je passe un CAP coiffure sinon. Des robots qui coupent les cheveux, c'est pas trop ça encore, même pas peur. Alors, Oui, l'artisanat, c'est vrai il y a qu'il des n'est robots pas qui trop coupent les menacé. cheveux. Voilà. Je suis désolé. Mais bon, jetez En 4. un coup d'œil sur les vidéos de Boston Dynamics pour vous faire une idée de ce que les vidéos sont capables de faire. Ils courent plus haut que vous, ils sautent plus vite que vous, ils esquivent les balles bien que vous et c'est des futurs militaires. D'accord? Ah, Ça, tous les logiciels pourront couper les cheveux. Mais ça ouais. sera bien. On aura peut-être une petite machine sur le bureau qui coupera les cheveux directement chez nous pendant qu'on travaille. Bon, Domi, si t'es pas sage, je vais m'acheter un chat robot. Est-ce que je peux parler de ça? Il existe des logiciels de chats robots et des chats robots, c'est développé au Japon où il y a des taxes très importantes sur les animaux de compagnie et il y a toute une économie basée sur les animaux de compagnie virtuels et au-delà de virtuel, robotique. Donc oui, on sait déjà reproduire le comportement des chats. Ils poussent eux-mêmes les cuillères en dehors de la table, les verres, tout ça, il n'y a pas de problème, on peut faire. Ils boivent aussi dans les verres?
charcuterie, nous dit Katia, mais la moitié des abattoirs sont déjà entièrement automatisés. Il suffit de l'autre moitié pour qu'on te livre directement la viande sous vide. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que dans les charcuteries, les boulangeries, les boucheries, etc., il y a des caves à maturation et il y a un savoir-faire qui fait qu'on va chez tel boucher ou tel autre parce qu'il travaille la viande avant de la vendre, une fois qu'il l'a reçue, différente. Voilà. Un resto spécial petit-déj, nous dit Virginie, c'est une très bonne idée et tu auras sans doute plein de robots qui feront le service. Okay. Voilà. Ça s'appelle juste le resto spécial petit-déj, ça s'appelle des brunchs. Et c'est déjà en place, ça existe. On peut aller au resto pour manger des brunchs. Ah non, mais moi qui n'aime pas aller chez le dentiste, j'imagine pas en fait aller dans un cabinet de dentisterie où c'est un robot qui s'occupe de mes dents. Sauf que le robot te garantira de te faire absolument aucune douleur. Il fera tout au laser avec une précision chirurgicale et tu ne souffriras de rien. Est-ce que c'est pas mieux? Il faut imaginer le monde que ça va être, d'accord? On doit être client de ce monde pour que ce monde existe. Ils vont pas faire des choses qui vont nous nuire, ils vont faire des choses qui vont nous plaire. Sinon, on n'achètera pas. Gardez ça en tête. Donc bon, voilà. Quel est l'avenir du rédacteur web? Eh ben, pour lui, de base, l'exécutant, ça va être dur. Par contre, pour tous ceux qui sont dans la communication et pourront défendre avec des arguments de communication, il y aura encore sans doute du travail très longtemps. Maintenant, quand est-ce que GPT-3 va commencer à écrire en français? 2 ans? 2, 3 ans? Peut-être? Mais Avant de commencer. pour le moment, Mais pour le moment, c'est en anglais alors. oui, et le service va être vendu cher quand même. Il va quand même y avoir des contraintes. Et puis, on va d'abord le donner à Amazon. Ah oui, mince, j'oubliais. Amazon, ça fait longtemps, ça fait 10 ans maintenant qu'ils utilisent un logiciel pour écrire tout leur site. Donc, il n'y a pas de rédacteur chez Amazon. Il n'y en a pas non plus chez Discount et je ne sais plus, il y a une troisième boîte qui s'appelle. Donc, d'abord, toutes ces entreprises qui ont besoin de rentabiliser sur le volume, puis toutes celles qui ont besoin de rentabiliser sur la production d'informations non pertinentes comme des bulletins météo ou des informations basiques ou ce genre de choses. Et puis, au fur et à mesure, on va arriver sur des IA qui vont commencer à proposer des contenus web. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans le web qui vont se dire, des blogs de com et autres, qui vont se dire, hey, c'est l'avenir, on va se faire un max de thunes à vendre des articles tout près. C'est un marché qui est beaucoup trop juteux, beaucoup trop intéressant pour qu'il n'y aille pas. Si Microsoft a versé 1 milliard de dollars, c'est qu'ils s'attendent bien à les revoir. D'accord? Donc voilà. Vous savez tout, ça peut être angoissant, ça peut ne pas l'être. Moi, je pense qu'on va devenir des super rédacteurs en chemin et puis que notre métier s'éteindra comme tous les autres plus tard. Mais on aura un autre salaire, vous inquiétez pas. On écrira pour le plaisir. Ou peut-être que l'ordinateur écrira pour nous pour le plaisir, qu'on le lise. Ou alors je me mettrai au tricot. Je le dirai. Merci beaucoup d'être passé. Sarah nous dit l'humain va s'habituer comme à chaque fois qu'il y a eu des mutations professionnelles. Je suis sûr qu'on trouvera quelque chose qui coule. Et voilà. Donc ça, c'est mon mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura été intéressant. Je vous le redis, c'est la dernière fois qu'on n'est que tous les deux, même si j'ai adoré. Je te remercie beaucoup, Véronique. Cet échange avec toi, ça a été extraordinaire. Tu as vraiment assuré. Et voilà, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de Véronique après et qu'on se mette tous ensemble et qu'on fasse un truc super. Je ne t'ai pas appelé Virginie. J'ai un doute. Tu me souviens votre prénom dans la volée? Non, non, non. Moi, c'est Véronique, c'est pas Virginie. Hein. Faut pas confondre. Je ne comprends pas. C'est juste qu'avec la fatigue, j'ai n'importe quoi qui me passe. Non, 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 non. Bah, je revendique mon prénom haut et fort. Une IA ne se serait pas trompée, Véronique. En tout cas, vraiment, je te remercie. Vraiment, ça a été génial. Tu m'as vraiment permis d'aller au bout de ça. Et surtout, ça me fait plaisir qu'on ait eu les lâches qui sont en commentaire et qui ont discuté. Et merci d'être resté devant la télé, d'avoir pu continuer à faire votre tricot pendant qu'on parlait. Hein, les autres, mais je suis quand même content que vous ayez été là. Et voilà, l'émission va être diffusée par la suite. Merci beaucoup en tout cas. Alors juste, Nelly, je finirai peut-être le mot de la fin.
elle a fait un truc, il faut que je clique sur afficher la suite. Voilà. En fait, ce changement de la valeur travail va permettre à chacun de pouvoir faire autre chose. Oui, le revenu universel sera important parce qu'il permettra à chacun de s'adapter, de faire autre chose qu'un métier pour remplir le frigo. Personnellement, j'aime ce que je fais, donc il y a ou pas, ça ne change pas, je vais continuer, mais en évoluant, pas comme un Pokémon. Voilà. Bon, ce sera le Pokémon. Ne soyons pas des Pokémon, évoluons autrement. Merci beaucoup, merci tout le monde. Je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu et merci Véronique encore. Merci d'avoir été. Bye bye. Bye bye.